directement la parole ou on part au milieu? Oui. Voilà. Oui. Enfin, même on ne date pas. Hein. Ça peut être... On les date pas. Si, ça peut être bien. D'accord. Justement, vu qu'on commence au printemps, bon c'est un printemps très avancé, mais... Alors, bah, tu l'expliqueras. Oui, c'est quand même un printemps. Myriam Julia, ce premier jour de juin, vous avez choisi la jonction, cette pointe au cœur de Genève, pour aborder le thème du passage, de la réunion, de la confluence, cet endroit où se rejoignent deux fleuves. Pourquoi ce lieu? C'est une pointe. On arrive comme quand on se balade depuis le centre de Genève, automatiquement on longe le fleuve par un petit chemin et on arrive à une pointe, donc on arrive au bout de quelque chose. C'est peut-être ça qui m'intéresse, peut-être davantage encore que cette jonction des deux fleuves, hein, comme ça, cette rencontre de l'Arve et du Rhône. On arrive au bout de quelque chose et à nouveau quelque chose commence. C'est peut-être pour ça que c'était intéressant pour le printemps, puisque le printemps, souvent, c'est une saison où tout recommence. Donc, on arrive au bout, et puis, à nouveau, un autre cycle commence. C'est peut-être ça. Peut-être aussi l'envie au bout comme un plongeoir, comme on pourrait aller nous-mêmes plonger de l'autre côté de la barrière. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'était comme une première rencontre à cette pointe-là. La notion de passage, le passage, cela veut dire très souvent que l'on ne fait que passer. Un passage, on arrive au bout de quelque chose, donc on a dit à la pointe de la jonction, mais entre-temps on est passé, la notion de passage. Alors, le passage, c'est être seulement des passeurs, dans l'idée d'aller vers, dans l'idée de sillonner un chemin. Une image que je peux donner sur une vie humaine, toute prétention d'âge. C'est un chemin qui part d'un point qui n'est pas défini, mais qui est comme ça sur une toile, et qui va en lacet, quelque chose qui monte, mais qui peut redescendre, mais qui monte toujours en lacet. Et un individu se trouve sur ce chemin, il avance sur ce chemin sillonné, il avance tortueusement. Par moments, il s'arrête, il regarde autour de lui, et à nouveau, il reprend le chemin. Le chemin qui est le passage. Seulement passer sur le chemin. Passage aussi, dans le sens où on ne peut rien s'approprier. C'est comme le voyageur. Il ne peut rien s'approprier. Si on fait que passer, on peut prendre, on peut donner, de façon très éphémère. Et après, quelque chose qui disparaît. On en revient également à la notion de la performance, des choses. On arrive, quelque chose est proposé, on passe sur le plateau, on passe dans cet espace qui nous est alloué un temps. Et ensuite on disparaît. Ça, c'est une notion de passage. Je peux poser une question aussi, c'est savoir comment, Jacques, toi tu vois la notion de passage, comment tu... Parce que moi je suis très voyageuse, souvent je suis à Genève mais je ne suis pas longtemps. Après j'ai toujours besoin de partir. La notion de passage est vraiment inscrite en moi, dans le sens où je ne peux pas rester longtemps quelque part.
toi sans doute tu restes plus longtemps sur Genève que moi-même, même si tu t'en vas. Comment tu peux définir, toi en quelques mots, alors on va être plus strict avec toi, tu vas pouvoir moins t'étendre sur le sujet, mais comment tu pourrais définir la notion de passage? On pourrait le rapporter, comme tu l'as fait, directement au lieu. On part ici, cette jonction entre ces deux fleuves, et on peut parler aussi du passage qui est celui des différentes occupations du lieu où nous sommes, qui au 19e était ici un lieu de culture maraîchère. Ensuite, au XXe siècle, est devenu une zone industrielle. Il en reste encore quelques témoignages, comme l'usine Kugler par exemple, dans laquelle vivent des artistes. Et la prochaine fonction du lieu, pour laquelle certains projets pensent actuellement à un centre de neurosciences où se verrait en même temps la science et l'art. Voilà peut-être une définition de passage pour ce lieu. Mhm. D'autant plus que on a besoin de ces chemins de traverse, parce que c'est comme un chemin de traverse. Hein. Il est balisé, mais ça reste quelque chose qui est encore à l'état semi-naturel. C'est-à-dire autour de nous, il y a l'eau, bien entendu, mais toute cette végétation qui borde les rives, quoi, bêtement, cet arbre qui s'en va se penchant. Et ça me permet de rebondir sur l'eau. Alors l'eau, par excellence, elle ne fait que ça. L'eau, par excellence, ne fait que ça. Et c'est aussi pour ça que c'est avec le printemps, avec la notion de passage, de venir au bord de l'eau. Parce que l'eau s'en va coulant, s'en va passant. On peut de ce fait introduire la notion du temps qui passe, que nous apporte l'eau, et qui a très souvent été utilisée comme métaphore pour non seulement les poètes, mais tout ce qui est de la pensée asiatique. Tout ce qui est de l'eau, c'est très souvent utilisé par, on va dire, les sages. On va dire ça comme ça, les sages asiatiques, les penseurs asiatiques. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est toujours renouvelé. Donc, avec la notion de passage, on peut dire qu'on s'octroie le droit du passage à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais après, c'est fini. À nouveau, hop, on revient, mais c'est différent. Même si on revient au même endroit, mais ce ne sera plus le même moment, ce ne sera plus, même si c'est le même endroit. Mais le temps aura changé. Le calendrier aura changé. Et donc, pour l'eau qui s'écoule, l'eau qui s'en va, chaque seconde et chaque centimètre cube nous ramène à la notion d'éphémère de la vie. Nous ramène au passage que nous autres humains et toute autre entité dite animée a et détient seulement ce petit droit que l'on a de passer seulement. Alors l'eau, c'est vraiment, c'est le pourquoi. Je pense qu'il est très facile, très commode même, d'amener le train va passer. Lui aussi il passe. Il est arrivé, on l'entend arriver de loin. Il arrive, tout d'un coup, le son devient de plus en plus fort, il est très présent, et il s'en va. L'eau pourrait faire la même chose, mais voilà qu'elle est plus discrète. Discrète en surface. Quand on va pour plonger, pour ceux qui aiment plonger plus profondément, dedans l'eau et peut-être dedans la vie, alors on sait que c'est plus sonore, on sait que c'est plus bruyant tout de suite. Mais donc, pour en revenir à l'aspect qui est quand même assez proche du monde du groupe du vent, l'aspect contemplatif. Alors on va enlever peut-être contemplatif pour un ensemble de raisons, qui seraient peut-être que
Peut-être des amalgames peuvent se faire, trop facile. On va dire seulement l'observation. Est-ce que l'eau n'est pas un fleuve, n'est pas un formidable champ d'observation? Parce que donc, différents strates sont proposés. Il y a bien sûr nous sur la terre, sur la rive. Il y a ici, à la pointe de la jonction, directement le végétal qui vient à nos pieds. Et puis l'eau. Alors, la surface de l'eau, avec tout ce que cela comporte au niveau des teintes et au niveau de la tessiture même par rapport à la couleur, la teinte de l'eau à la surface de la surface. Et il y a les insectes qui forment une autre couche. Et quand on va plus haut, évidemment, il y a le ciel. Ça, c'est sans doute le pourquoi les poètes et tous les gens, on va dire, qui apprécient ces moments d'évasion, ces moments contemplatifs, eh bien, apprécient de se trouver à côté de l'eau, proche de l'eau. Bien sûr, qui dit végétal, dit aussi les animaux, et notamment les oiseaux. Mais ça, c'est pas spécifique à l'eau, on peut les retrouver dans plein d'autres endroits, ils sont partout. Mais ça, voilà, ça c'est important. C'est comme peut-être la pointe de la jonction, aujourd'hui, pour la première série d'entretiens, c'était bien parce que le printemps inspire directement l'aspect contemplatif, avec l'hiver. Mais nous n'en sommes pas là. Je pense que c'est après l'automne, je vais dire que aussi l'automne. Mais le printemps parce qu'on se réveille, c'est indéniable qu'on se réveille. Le monde entier se réveille. Une autre énergie, même si par exemple les saisons théâtrales sont de septembre à septembre ou des choses comme ça, même si je ne suis pas toujours au courant, mais je pense que malgré tout, que les citadins le veuillent ou pas, le printemps amène un réveil, même si la saison s'est déjà déclenchée depuis la fin de l'été ou le début de l'automne. Il y a une énergie qui est autre, on le sent. Les gens ont une tendance à se dénuder, alors aussi l'eau c'est approprié parce que c'est comme tout d'un coup peut-être envie, hop, de faire trempette. On a sans doute envie qu'on le fasse ou qu'on veuille le dire ou pas. Il y a ça, tout d'un coup on se dénude, on enlève un petit peu la carapace de l'hiver et toutes ces choses-là. Ça aussi c'était intéressant pour le printemps et d'être ici. Tu as évoqué la poésie de ce lieu. Un architecte qui a travaillé sur des projets pour cette pointe de la jonction parlait d'un sentiment de poésie rude que confèrent à ce lieu les falaises qui entourent ces deux fleuves qui se rejoignent. Est-ce que c'est un sentiment que tu partages? Est-ce que tu vois cette jonction comme mystérieuse, plus rude, plus poétique? Cette pointe-là nous amène les oppositions. Que rude, je ne sais pas si je pourrais employer l'adjectif rude, je pourrais dire elle nous amène des oppositions. Déjà par la rencontre de l'Arve et du Rhône, qui sont deux fleuves malgré tout très différents, il y a ce pont sophistiqué, monumental, mais autour quelque chose qui est comme volontairement laissé à l'abandon, laissé à la nature fait son office. Il y a quelques baraquements, je dirais qu'il y a beaucoup d'opposition. Et c'est de là qu'on tient la poésie, dans l'opposition. Le côté rude, je ne le trouve pas. C'est pas rude. C'est pas... C'est la ville. Il y a une phrase dans un texte de Henri Monnier, du 19e siècle, auteur du 19e siècle, qui a traité beaucoup de... qui s'est moqué beaucoup de M. Prudhomme. Et M. Prudhomme disait dans un de ses textes, les villes devraient être bâties à la campagne, l'air est plus pur. Et ici, je retrouve ça. C'est-à-dire qu'on est à la campagne, mais on est à la ville, parce qu'on ne peut pas l'oublier. Il y a ce pont, il y a le train qui passe, il y a toute la sophistication de l'installation ferroviaire. Il y a ces... Donc, rude, non. Je dirais que c'est la rencontre de l'urbanité avec cette nature qui n'a pas encore été complètement mangée. C'est l'intérêt. Rude, ça ne me parle pas. Je trouve même assez roulant. Je ne peux même pas employer brut, parce que ça ne l'est pas. C'est quand même aménagé. On ne peut pas dire poétiquement urbain. C'est de la poétique urbaine.
C'est vraiment la poétique urbaine. Alors peut-être que ce monsieur pensait que Rude, c'était son fond caché en ce qui concerne les arbres un petit peu qui s'en vont comme ils veulent bien. Peut-être pour lui c'est rude par rapport à la maîtrise que tous ces architectes peuvent faire dans les villes, peuvent amener dans les villes. Mais Rude, non, elle c'est très docile. Ici elle est très docile. Alors, une autre notion aussi sans doute, quelque chose qui... Alors je suis peut-être un petit peu sauvage et que je me retrouve ici parce que comme je peux être tellement esthétisante, mais à la fois tellement sauvage, que là aussi je trouve qu'on retrouve ces oppositions. Alors pour moi ça m'est familier. Ce sont des oppositions qui se retrouvent à ce lieu précis où l'on assiste à la dissolution de la ville progressivement vers la pointe, puisque à quelques centaines de mètres d'ici, nous sommes au centre de la ville, dans une ville très dense, et progressivement, nous retrouvons la pointe dans la nature. Alors une fois de plus, c'est un passage, c'est le relais aussi, le passage tout à l'heure. On revient sur cette notion qui s'avère extrêmement importante, je pense. Est-ce que ici on n'arrive pas à un relais? Le relais, c'est-à-dire qu'il y a une course effrénée, c'est la ville, c'est... Voilà, on n'est pas là pour faire le constat de ça, ni la critique, c'est pas ça. C'est seulement on observe que dans les villes, il y a quelque chose d'effréné, quelque chose qui est une course. Effréné, ça... Et soit on peut grimper sur la barrière et faire un plongeon. Avec un peu de chance, on ne sera pas attrapé, on sera un bon nageur, on pourra se retrouver sur la rive sain et sauf. Mais, ou autrement, on s'arrête net, comme obligatoirement s'arrêter. Qui dit passage ne veut pas dire automatiquement que filer. Nous autres humains, l'eau file. Elle n'a pas sans doute d'autre destin. Elle file, elle glisse, elle coule, elle s'en va. Elle est là. Elle arrive, elle est là et elle continue. Nous autres humains, une des problématiques, peut-être que nous savons que nous allons mourir. Ça, c'est pas Myriam Zoulias qui le dit, ça existe, on le sait depuis longtemps. D'accord. Alors, c'est soit terrible et quelque chose de effrayant, d'accord. Ça peut l'être. Pas pour moi, mais ça peut l'être. Mais arriver à la pointe de cette jonction, on doit s'arrêter. C'est comme une mort, c'est quelque chose qui s'arrête. Tout d'un coup, cette course est freinée, même pour arriver jusqu'ici. On peut ralentir le pas au fur et à mesure qu'on s'avance sur le fleuve. On peut ralentir, mais dans tous les cas, là, on s'arrête. C'est comme une petite mort. Alors, nous autres humains, pour revenir sur le fleuve, lui, ne peut pas s'arrêter au bout de la jonction. Il continue. Nous autres humains, nous avons le privilège de connaître la mort et donc de pouvoir nous arrêter. L'eau ne connaît pas la mort, donc elle continue. Alors pour la pointe de la jonction, il n'y aura pas trop d'accidents ou de problématiques. Hop, on s'arrête. Alors il y a une notion japonaise qui est travaillée beaucoup aussi en Asie en général, mais que les Japonais ont porté au paroxysme. C'est la notion de ma. La notion de ma, c'est un moment entre deux moments. On va appeler ça un intervalle, mais c'est aussi valable pour l'espace, un interstice. La pointe de la jonction, c'est un ma. C'est-à-dire qu'on avance, on ralentit le pas, on ralentit, parce que l'œil voit que de loin, il y a une échappée, mais que cette échappée, avant cette échappée, il y a une barrière. Même si on ne connaît pas, je pense, le lieu, si on y vient pour la première fois. Et au fur et à mesure où on avance, on ralentit, et pour s'arrêter définitivement. Et ce moment d'arrêt est un mât. Avant de soit décider de retourner, de s'en aller, soit
enjambé ou alors enjambé aussi par l'esprit, c'est-à-dire se composer à l'observation. Ça, c'est un mât. On arrive de quelque part, de quelque chose de très intense au niveau activité. On arrive, au fur et à mesure, on ralentit, on se pose là, on ne bouge plus. Je suis certaine que si on demandait à certaines personnes ce qu'elles faisaient quand elles arrivaient à cette pointe, je suis sûre qu'elles nous diraient qu'elles font la même chose que nous autres. C'est-à-dire, elles marchent peut-être assez vite, sont-elles pressées au pas, on ne sait pas, mais elles marchent quand même d'un certain pas, on va dire le pas de l'urbanisation. Elles marchent, vraiment. Et au fur et à mesure, je suis certaine qu'elles ralentissent, comme dans un goulot d'étranglement, pour arriver jusqu'à... Donc, académiquement, l'objectif est clair, il faut arriver là-bas. L'Asie, tout est remis toujours en question. C'est-à-dire que les Asiatiques ne pensent pas définir. Ils nomment, ils mentionnent pour à nouveau débattre, pour à nouveau remettre le pain sur la planche. C'est-à-dire, il y a la notion de transformation. On arrive, il y a quelque chose, il y a des faits. On est à la pointe de cette jonction. Il y a des faits. Il y a le Rhône, il y a l'Arve. Ces deux fleuves se rencontrent. Ce sont des faits. L'humain, avec son cerveau, arrive et il y a un ensemble de faits. L'Asiatique va observer. Il va nommer. Ceci, il y a cela. Et ensuite, il va amener. Donc, il va partir de ce que propose la nature. Les judéo-chrétiens, les penseurs, en général, européens, ont pensé à définir des concepts. Les Asiatiques n'ont pas de concept, parce que c'est trop arrêté. Et on en revient à la transformation. Ils savent, l'Asiatique est parti de la nature. C'est la nature qui est la reine. Les judéo-chrétiens ont fait que l'humain était le roi. Et un train. Cette promiscuité de Jacques et de moi-même, de deux corps, avec un micro, ça c'est un premier plan. À côté il y a l'herbe, d'un autre côté il y a quelqu'un qui filme, plus loin il y a les fleuves, plus loin encore il y a le pont, et plus loin, et les Asiatiques ne font que, ils rajoutent. Il y a un ensemble d'éléments qui sont mis les uns à côté des autres. La sélection ne se fait pas de façon radicale, elle se fait de façon naturelle. Il y a automatiquement un pont, un mât donc, entre nous sur le bord du fleuve et le fleuve. Ça se fait automatiquement, c'est pas nous qui... Alors on peut mettre des barrières, vous remarquerez que automatiquement, quand tout ce qui est de l'architecture asiatique, il n'y a pas ces barrières, il n'y a pas toutes ces choses-là. Parce que c'est une évidence. Pour dresser l'humain, en Europe et maintenant en Asie, on le fait aussi bien sûr. Alors on met des barrières partout. Mais pourtant c'est une évidence, on ne va pas se jeter à l'eau. Après il y a l'eau, et après il y a le fleuve, et après il y a le pont. Et bien les Asiatiques ont gardé ça, c'est-à-dire cette fractalisation. C'est principalement pour ça que je me suis intéressée à l'Asie. J'ai mis du temps, hein. Il a fallu que je me perde. Je me suis perdue tout d'abord. J'étais perdue comme des tas d'Européens avec qui je peux parler. L'Europe est perdue. Moi, la sensation que j'ai, c'est que l'Europe est perdue. Elle ne sait pas. Elle ne sait plus. Plutôt, elle ne sait plus. Elle a su. Elle ne sait plus. Elle s'est perdue. Et parce que c'était
pour moi trop décontenançant et je me sentais perdue, je ne savais plus où me tourner. Alors tout d'un coup, j'ai rencontré l'Asie. Et je me suis dit, tiens, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus naturellement intégré dans l'espace. Je crois que c'est principalement pour ça. Et justement, quand on parle de notion de passage, quand tu parles de cette notion asiatique, ce qui m'arrive, c'est que ce que tu disais tout à l'heure sur être surpris ou être étonné, j'ai la sensation que l'Orient et l'Asie ne sont pas surpris par le passage qu'on peut interpréter comme passer d'un espace à un autre, d'une vie à la mort ou d'un état positif à négatif. Eux, il n'y a pas toutes ces notions. Ils sont juste étonnés de ce passage qu'ils vont franchir. L'Occident est souvent surpris du passage qui arrive, qui est à franchir, et ça devient quelque chose souvent de très matérialiste, de très concret, de très dangereux, de très inquiétant, d'inconnu, alors que les notions orientales et asiatiques, pour eux c'est naturel. Le passage fait partie des actions quotidiennes. C'est comme ces deux fleuves qui se mélangent, c'est comme une feuille qui tombe d'un arbre, c'est comme n'importe quelle chose qui passe d'un instant à un autre, comme la notion de mort. Et je crois que c'est ça la leçon qu'on a perdue, que l'Europe avait avant, l'Occident avait ces notions-là, mais l'a perdue par cette notion de concrétiser tout. Il faut contrôler tout, il faut concrétiser tout, il faut qu'on contrôle le passage, par exemple, en faisant des ponts, en faisant des machines ou en inventant des processus artificiels pour que le passage se passe dans de bonnes conditions, alors que le passage ne se passe pas toujours dans de bonnes ou de mauvaises conditions. Il se passe. Et c'est là où cette point de la jonction, par exemple, est à nouveau un modèle et une leçon, parce que ces deux fleuves, ils ne sont pas faits pour se rencontrer. Comme tu disais, Jacques, tout à l'heure, il y a des limons et il y a un fleuve qui est dit propre, apparemment, et pourtant ils se mélangent. Et le passage se fait naturellement, se fait tranquillement. Et ça, c'est une leçon énorme, je trouve. Est-ce que c'est aussi une illustration du passage entre l'Asie et l'Occident dans le travail du groupe du vent, ce que tu déambules, si on peut ainsi dire, entre les pays d'Asie et Genève? Alors bien sûr, si on vient pour le groupe du vent, il a un pied en Asie et puis un pied en Europe. Et une personne me disait, après un retour, après avoir effectué un long séjour en Asie, 7 ans, une personne à mon retour me demandait « Mais pourquoi je ne restais pas en Asie ?» Alors je lui ai simplement dit « Mais parce que, à nouveau, non seulement je suis européenne, mais j'ai besoin de voyager dans l'autre sens. Ce n'est pas ce n'est pas être que en Asie, ce n'est pas être non plus que en Europe. C'est comment on peut faire la jonction et le pont entre l'Asie et l'Occident. Ça c'est très important, ce qui n'est pas toujours compris dans le travail que l'on peut faire depuis maintenant pas mal de temps, parce que je tiens à rester européenne, les racines sont européennes, on le sait, je suis née ici, nous sommes nés ici, mais il y a cet atavisme. Et on en vient à la mémoire des corps. Alors ça c'est quelque chose dont je voulais parler pour cette saison de printemps, cette mémoire des corps. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on était européens. Très bien. On a dit qu'eux là-bas qui ont les yeux bridés, ils sont asiatiques. Très bien. Ça peut être une définition. Les définitions, je fais toujours attention. Parce qu'on peut les prendre à plein de niveaux. La mémoire des corps, cela veut dire que les fantômes sont là. Alors ça aussi, souvent si je parle de fantômes, les gens ont peur. Ils se disent, elles voient la mort. Non, pourquoi penser que les fantômes sont différents parce qu'ils sont morts? Est-ce qu'il n'y aurait pas des morts vivants? Mais pas dans le sens où communément on l'entend dans la judéo-chrétienté. Dans la judéo-chrétienté, quand on parle de morts vivants, c'est automatiquement un vilain monsieur ou une vilaine dame qui vient vous arracher les yeux. Pour moi, non. Pour moi, les morts vivants, ce sont des fantômes qui sont là et que, justement, par le travail, on fait ressurgir.
C'est-à-dire qu'une performance, ce n'est pas très difficile. À partir du moment où on sait de quoi on veut parler, on prend un thème, une notion, et on se met dans l'espace. Et on écoute l'espace. Donc il y a le travail d'écoute. Il y a donc tout le vécu dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a dedans le corps. Puisque nous sommes des passeurs, il y a tout ce vécu, on est là, dans le corps. On se plante là, on écoute, on observe, et à ce moment-là, tous ces fantômes arrivent. Parce qu'on a tous des tas de fantômes dedans soi. Et si on ne les a pas dedans soi, pour un ensemble de raisons, parce que peut-être on n'a pas suffisamment travaillé le corps, ou pas suffisamment écouté le corps, peut-être, mais dans tous les cas, ils sont autour. Dans tous les cas, ils se promènent. C'est pour ça qu'il est bon de travailler dans des espaces vides, peut-être pas tout le temps, mais au début d'un travail, que l'espace soit vide. Parce que de ce fait, ça nous permet d'écouter les esprits, mais je préfère dire les fantômes. Parce que c'est moins connoté judéo-chrétien, on dit un esprit, quelque chose qui vient vous hanter. Mais pas du tout. C'est quelque chose qui habite. Et quand on arrive dans un espace, alors ils sont là. Alors après, on a suffisamment de capacité pour les faire émerger en quantité ou de les aiguiser à ce qu'ils nous parlent davantage. Ou bien seulement ils sont là. Et ça, c'est un des travaux. Un des travaux, on dit non. Un des travaux du groupe du vent, c'est comment on fait revivre les morts. Mais dans le sens de fantômes. Et pour eux-mêmes, ils vont nous raconter, eux-mêmes vont nous faire connaître leur expérience, donc vont nous enrichir. Et nous-mêmes qui sommes enrichis de notre propre vécu, alors on accumule toutes ces choses. Et après, peut-être en performance, on peut seulement se planter là. Et avec l'énergie, alors on a besoin de faire très peu de choses. Parce qu'il y a et le vécu de ces fantômes et notre propre vécu qui s'amalgament comme s'amalgament l'arve et le Rhône pour donner une autre entité. Et alors, je n'exclus pas la notion de Trinité que l'on retrouve dans la judéo-chrétienté. C'est-à-dire il y a eux, il y a soi, ou nous autres, pour être plus large, et ça donne quelque chose. Alors il y en a qui disent seulement ce sont des enfants, ou ça peut être ça, et ça donne aussi des performances. Ça donne une autre entité. Et de ce fait, ça nous permet d'annihiler, parce que là vraiment je pense, et j'espère, et je pense pour savoir le faire, annihiler la notion d'individu à proprement parler, pour parler d'entité. Et surtout quand on parle du travail artistique. Pour ne pas tomber dans « c'est lui qui fait ». Non, elle est faite par l'espace, par le temps, par ses fantômes qui peuplent tout ça, par son vécu, par son réservoir, quoi, ce qu'elle a mis dedans. Alors elle va pouvoir faire passer. Elle n'est qu'un fleuve. Elle n'est pas. Le pourquoi souvent le groupe du vent ne veut pas saluer. Alors ça choque beaucoup, hein. Ça choque pas du tout en Asie, quand on fait des perfs. Souvent, le groupe du vent, hop, s'éclipse, c'est fini, le moment est fini. Vous avez pris, vous avez observé, très bien. C'est difficile de saluer. Je sais, on m'a expliqué que c'était bien que le public appréciait de tout d'un coup lui remercier. C'est comme un cadeau tout d'un coup du public d'applaudir. Mais je ne m'y suis pas tellement habituée. Il y a des moments où je suis obligée de saluer et alors on applaudit. Mais souvent, c'est pas le meilleur moment. Je préfère laisser justement un mât. C'est le mât, on s'éclipse et chacun retourne avec ce qu'il a pris de ce passage sur scène. Parce que lui-même, si tout d'un coup il applaudit trop fort, il peut faire fuir tout un ensemble de choses et il peut oublier que lui-même était un passeur. Et c'est... Voilà, je voulais parler des fantômes. C'est une notion qui est importante. Et alors là, suivant l'heure du jour à laquelle vous venez, alors il y a tout plein, hein. Il y a tout plein de nymphes qui se promènent et qui sont tout tas de gens. Même on peut le dire. C'est soit on décide que c'est un drame, que des gens se sont noyés, ou volontairement ou pas dans ces fleuves, ou alors on décide que c'est seulement, il s'est noyé, c'est un fait. Alors c'est un drame pour un ensemble de raisons. Mais vous remarquerez que la plupart du temps, c'est plus un drame pour les gens qui restent que pour la personne qui est partie. Vous remarquerez.
voir sur la notion de passage. Mais pour en revenir au spectateur, la raison pour laquelle je ne veux pas saluer, c'est simplement c'est surtout pour conserver cette idée du passage. Un passage dans lequel est-ce que l'on peut parler d'une négation de l'identité justement pour que ce passage soit le fruit des apports sans qu'il soit identifié particulièrement, que ce soit fantôme, que ce soit celui de vivant. Souvent, maintenant j'évite un peu, mais j'évite de le dire, mais je le ressens fortement, l'abstraction. J'ai compris la notion d'abstraction dans l'art en le vivant réellement. C'est-à-dire, je ne vais pas redéfinir l'art abstrait. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Je pense que je saurais mal le faire. Et je ne suis pas suffisamment érudite. L'abstraction, ce sont des lignes, ce sont des tâches. C'est quelque chose qui n'est pas figuratif. J'ai complètement résumé, on est bien d'accord. Et je l'ai sans doute peut-être mal résumé. Mais je vais garder ça. Par ce constat-là, quand je me retrouve en perf, je suis un individu avec un corps, avec tout cet organisme vivant sophistiqué. Je me suis demandé il y a très longtemps comment m'abstraire. Comment être présent en étant absent. Comment représenter l'humain en devenant une entité. Représenter de ce fait un ensemble d'humains avec la notion d'entité abstraite et non seulement Myriam Zolias avec sa problématique et sa névrose de vie. Je pense que j'y suis parvenue. Je pense que les gens, quand ils voient une perf, peut-être parce que j'ai la tête rasée, peut-être ça joue, peut-être parce que je suis d'un physique un petit peu comme sharp, dans le sens d'un peu émacié, dans le sens d'un peu taillé au couteau, comme ça, hein, qui amène un côté androgyne, première ambiguïté, première dépersonnalisation de cet individu-là. Souvent les perfs sont un peu robotisés, si je puis dire, dans le sens d'un mouvement mécanique qui n'exclut pas la sensualité, mais qui surtout retrouve un archétype primitif. Alors je pense que j'y suis parvenue. Je disais dans le texte qui a servi pour le projet Folie qui est dans le silence, ne pas exprimer sur le visage, ne pas montrer, seulement ressentir. Je pense que si on parvient à seulement exposer en restant observateur, alors l'individu vient derrière. Et on en revient à la notion asiatique que je chéris, qui est, quand vous parlez à un danseur ou à un acteur japonais, il vous dira, quand il sait bien travailler, il vous dira que tout ce qu'il prend, c'est derrière. Et il montrera la nuque et le dos. Tout se passe en Asie derrière. On le sait, beaucoup d'Occidentaux sont gênés, sont même mal à l'aise, quand ils rencontrent des Asiatiques, parce qu'ils disent « mais il n'est pas expressif ». Ils ont un masque. Ils ont un masque, on dirait il n'a pas de personnalité. Apparemment. Ça c'est encore, on va dire, des a priori, des choses qu'on a collées sur un idéal d'humain. L'humain communique comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On a dit en Occident, hein, les Asiatiques,
Les Asiatiques ont, eux, des protocoles et des codes. C'est même beaucoup plus clair que nos démocraties européennes. Eux, tout se passe par code. Même quand vous vous retrouvez avec le plus simple des personnes, au bas de l'échelle, comme on dirait en Occident, hein, les plus basses castes, comme on dirait en Inde, eh bien, ils ont un code. Tout est codifié, on vous reçoit de cette façon-là, aussi humble soit-il, aussi modeste la personne soit-il, on vous reçoit de cette façon-là, si vous êtes étranger, ou si vous êtes monsieur un tel, ou madame un tel, mais tout se passe derrière. C'est-à-dire, faut-il que vous soyez suffisamment patient, que vous ayez suffisamment justement de présence-absence pour saisir ce qu'il se passe derrière l'individu. Et ça ne veut pas dire derrière son regard, ça veut dire derrière son corps, ça veut dire son énergie. Et que vous soyez patient, cela veut dire. Et ne pas penser, on en revient à l'idéal de beauté qu'ont défini les Grecs, ne pas avoir d'objectif. C'est possible. C'est possible. Souvent, les gens dans les affaires disent c'est très difficile de traiter avec les Asiatiques parce qu'il faut beaucoup de temps. Oui, la première erreur, c'est de vouloir traiter une affaire tout de suite. C'est tout d'abord des individus se rencontrent, des individus s'apprivoisent, regardent qui est l'un, qui est l'autre, ce que propose l'un, à quel moment, à quel endroit. La teneur, pas du pour et du contre, ou du bien et du mal. Ça, les Asiatiques ne connaissent pas ça. Dans le sens, ils ne fonctionnent pas de cette façon-là. Eux, c'est des énergies en présence. Et le chemin se fait. Et on en revient au passage. Et on va passer un moment ensemble. Et après un autre moment. Il y aura des mains entre-temps. Et à ce moment-là, des choses vont se faire. Ou pas. Ou pas, parce qu'un ensemble de paramètres feront que... Mais il y a toujours Donc il y a cette abstraction. Il y a seulement des énergies en présence. Et pour en revenir aux paires du groupe vivant, quand une paire fonctionne, quand je sors et que je dis à Iggy ça a fonctionné, c'est parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'ego. Alors là aussi, hein, c'est toute une... En Occident... Alors ils ne connaissent pas, c'est les Asiatiques. Bien sûr, maintenant ils connaissent la psychanalyse, ils ne sont pas idiots, ils lisent. Ils nous connaissent beaucoup plus que nous, on les connaisse. Que nous, on les connaît dans ça. Ils étudient beaucoup plus l'Occident que l'Occident l'étudie l'Asie. Il ne faut jamais oublier. Mais eux, ils ne connaissent pas avant ce concept d'ego parce qu'il y a toujours chez eux seulement l'humain. Mais l'humain dans le sens de la notion. Et quand une perte fonctionne, c'est que j'ai annihilé l'ego. J'arrive pas tout le temps, je suis née en Europe. Donc que je le veuille ou pas, cela fait partie du corps dans lequel je suis. Mais au fur et à mesure, j'y arrive de plus en plus, c'est-à-dire que ce soit l'autre qui est moi qui parle. Voilà. Donc après l'identité, souvent les gens demandent mais comment vivez-vous? Qui êtes-vous? Il y a même une collection, je ne sais pas si elle existe encore, une collection chez Hachette, je crois, qui définissait chaque artiste ou autre. Et le titre de la collection, c'était Qui êtes-vous? Et qui êtes-vous, monsieur? Très difficile. Je crois que définitivement, je ne peux pas, je n'ai pas besoin de me définir. J'ai besoin de savoir ce dont j'ai besoin à ce moment-là, cet endroit-là. Et après, on est tellement changé. Comment faire confiance à lui-même? C'est impossible. On peut seulement faire confiance à l'espace. Lui, il est là, avec des éléments en présence. Après, je ne ferai définitivement jamais confiance en l'humain. Je n'ai pas confiance. Ça ne veut pas dire que je le dévalorise. Cela veut dire que je n'ai pas confiance en lui. Et à commencer par moi. Quand on présente un projet, un jour une personne m'a dit « Mais tu n'as pas confiance en toi parce que je proposais un projet assez conséquent. » Mais j'ai dit « Mais surtout pas. Mais je ne sais pas qui elle est. Je ne peux pas savoir qui elle est. Là, je peux dire, et puis, même là, je suis en train de parler. Et je fais exprès
Je ne sais pas si des gens verront, mais je fais exprès de ne pas regarder Jacques. Parce que si je regarde Jacques, à ce moment-là, ça veut dire, je peux le regarder que de temps en temps, parce que ça veut dire, à nouveau, on referme. Et c'est lui et moi. Et je parle à Jacques. Et Jacques me parle. Et il écoute. Et je l'écoute. Si je regarde le fleuve, alors à ce moment-là, je peux fusionner avec eux. Je peux plonger, couler, glisser dans ce temps. Et à ce moment-là, l'espace d'un instant, l'énergie qui est en moi va faire que je vais développer un rythme où je vais pouvoir m'abstraire. Mais si on reprend l'entretien, au début, j'étais sur mon compte à soi. Et seulement peut-être maintenant, je peux me laisser couler, je peux me laisser glisser. Et ça veut dire redevenir le naturel qu'a le végétal à mes pieds. Et c'est ça sans doute le travail de monde. Pas si facile, pas si facile. Est-ce qu'au fil du temps de cet entretien, tu as volontairement ou involontairement sélectionné certains aspects de ce paysage, en éliminé d'autres, comme les falaises qui limitent l'horizon, comme ce pont qui rappelle la ville, pour te glisser, pour te joindre justement à ces deux fleuves? Je pense que j'ai observé, je les ai notés, je les ai pas observés. Le pont, je l'ai noté, les falaises, je les ai notées. Ce qui m'attire, parce que là, à ce moment-là, si on parle de rythme, si on parle de comment on peut rencontrer l'autre, comment on peut faire passer quelque chose à l'autre, c'est parce qu'il y a ce pouvoir d'attraction-répulsion. Et ce qui m'a attiré, c'est le fleuve. Là, en l'occurrence, on est en face de l'arbre. Alors, je l'ai dit là, et si je décale un peu la tête, automatiquement, si je suis sur le bord du fleuve, d'un fleuve, des fleuves, là, à la jonction, alors c'est le fleuve. Je coule. Je coule parce que il me berce, il me porte. On dit ça. Il m'ouvre. Il m'ouvre. Tu sais, quand tu es dans l'eau, comme ça, quand tu vois l'eau près de l'eau, tu ouvres et tu lâches. Tu lâches peut-être tout ce que tu es très heureux. Tu lâches et tu deviens plus léger. Tu peux continuer le voyage. Tout d'un coup, tu te dis c'est possible. Au bord d'un fleuve, tu te dis à nouveau c'est possible. Parce que lui fait tellement d'efforts. Tu te rends compte du travail qu'il fait depuis tous ces kilomètres. Et il fait. Et il prend tout ce qui passe. Il contourne tous les rochers. Il contourne tout. Et il continue. Alors nous autres, on peut que, quand on est à côté de lui, se dire allez, on va continuer avec lui. Ça donne du courage. Fondamentalement, ce qui manque la plupart du temps à n'importe quel individu humain, c'est le courage. L'eau donne le courage, parce qu'elle ne s'arrête jamais. Que ce soit un fleuve ou que ce soit la mer, bien sûr. La mer avec son roulis à la rive, et elle laisse échapper ses vagues, et ces vagues qui s'écrasent sur la plage, sur les rochers, et à nouveau, hop, elle s'en va, elle retourne. Le fleuve, c'est pareil, c'est merveilleux. L'eau, c'est un élément indispensable et c'est le pourquoi je terminerai cet entretien avec cette proposition que fait le groupe du vent. Nous avons mis en place, avec un projet qu'avait fait Igis, un train-passe. On va le regarder passer. Il voulait observer et travailler la lumière du jour seulement. Très bien. Lors d'une saison, qui était le printemps d'ailleurs, qui était le printemps, j'avais choisi de travailler sur l'eau. Sur le concept de l'eau, on avait travaillé ça, on avait appelé ça durée seulement. C'est-à-dire durée, comment un certain machinisme. On a transformé ce moment de gros projet d'espace des jours en un projet qui s'est appelé Durée et maintenant Durée aquatique. En référence à la problématique de l'eau aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis dans un bac d'eau et de l'eau dite pure de ce bac,
je souille justement, quand on parlait tout à l'heure comment l'Arve peut arriver dans le Rhône avec ses limons des Alpes, donc qui peut souiller, qui peut enrichir, mais souiller également l'eau plus claire du Rhône, en tout cas cet endroit-là de la jonction. Tout d'un coup, cette eau dite propre, dite assez pure, est souillée et ressort du bac noirâtre, parce que l'humain ne se soucie pas de préserver l'eau. Alors là, on va présenter ça dans le cadre de la fête de la musique, là, dans un mois peut-être. Et ça, c'était important parce que l'eau, je peux me passer de toutes sortes de choses. Je pense que l'humain peut se passer de, non seulement moi, mais l'humain, de toutes sortes de, mais de l'eau, non. Et on va aborder un gros problème pour les décennies à venir, les siècles à venir, la problématique de l'eau. C'est pas moi qui le dis. Et je ne veux pas faire le discours écolo, c'est pas ça. Mais qui n'a pas envie de tout d'un coup boire un verre d'eau, ou de se passer de l'eau sur le visage, pour tout d'un coup se remettre, de se tremper les pieds dans l'eau quand il fait trop chaud. Les petits réflexes, l'eau est un élément fondamental. Le pourquoi de cette perte du réel. Je crois que j'ai fini avec le pourquoi cette jonction, le pourquoi le passage et le pourquoi. Merci. Merci bien.